Alors, mes chers amis, je ne suis pas un peu fier, ni malheureux de recevoir enfin... Ne renversez pas les rôles. C'est moi qui est fier d'être dans ce cadre. Je ne sais pas pourquoi on a attendu dans le quartier que j'aime par-dessus tout. Et quel décor. C'est le décor, je vais vous dire, le décor... Mais Vladimir, nous sommes russes. Évidemment. Vous, alors vous voyons-nous, puisque les caméras tournent. Plus que moi très peu, hélas, si je peux dire, vous beaucoup. Mais nous aimons... vous savez, l'orthodoxie est très platonicienne. Elle aime la jonction du beau, du bien et du vrai. Et nous savons, comme Dostoïevski, que seule la beauté sauvera le monde. Mais, cher ami, est-ce qu'on permettait notre grand prince, Vladimir. Lequel? Vladimir, le grand Vladimir. Ah bon? Le soleil, on l'a appelé. Il a hésité, il a visité différentes, regardé les rites. Mais quand il a choisi, jusqu'à quel point vous êtes pertinent, quand il a choisi l'orthodoxie, il a choisi ça pour la beauté. Il y a même une formidable histoire. Une fois, le tsar invite un président français à boire le thé. Il a dit, moi je ne bois pas le thé. Mais le thé, c'est pas du tout ça. Le thé, c'est un rite. Il y a le samovar, il y a les bougies, les carafes avec la vodka, comme ici, avec un peu de vin, les fruits et les et là, c'est de l'eau ou de la vodka? La vodka, évidemment. Vous comprenez? Je vais vous raconter comment on boit la vodka. Et ça, c'est très important pour moi. Et quand je fais ça, vraiment, c'est... À propos de bougies, je les allume parce que... évidemment, il faut les allumer. C'est un rite ici. Mais enfin, bon, le printemps arrive, on ne manque pas de lumière. Mais bon, vous savez... C'est un petit truc en plus. Non, c'est pas ça. C'est la vie qui vient avec. Mais les fruits aussi, c'est la vie. Il vient avec la parole, c'est la vie qui vient avec. Il y a un très beau vers, peut-être un des meilleurs, un grand vers, vous savez, une grande poésie du XXe siècle. L'auteur de Dr Zhivago, il l'a fait. C'est quelques phrases. Et la première phrase, c'est Shakespeare, vous savez, extraordinaire. Pasternak, il s'appelait. Et il disait toujours, ça commence, la bougie était sur la table. Et puis, l'histoire d'amour. Oui, l'histoire d'amour, les tempêtes de neige, Anna Karenine. Vous savez, je vais vous faire une révélation. Encore? Oui. Je vais vous dire pourquoi, parce que le décor m'inspire. J'ai fait une comédie musicale avec un très grand compositeur français. Il a fait plein de tubes. Et d'un coup, il est tombé amoureux du décor russe, comme vous. Et on a travaillé 10 ans. 10 ans. Il a fait, parce que vous savez, j'ai fait les paroles, lui, il a fait la musique. Et dans la comédie musicale, c'est la musique qui compte. Et c'est extraordinaire. Quand c'est l'inspiré. Il ne connaissait pas vraiment Anna Karenine. Il est tombé amoureux. Il a travaillé 10 ans. 10 ans. Ça a commencé d'une manière bizarre. Il a réuni tous les grands compositeurs russes. Et pendant une année, il les écoutait. Et voilà. Extraordinaire. Cyril Lassou, son très grand compositeur. Tous les tubes que vous connaissez, Johnny Hallyday, il a fait Guichard, tous les trucs. Un très grand compositeur. Et il l'a écouté. Et après, il m'appelle, Vladimir, peut-être qu'il faut que je renonce. Pourquoi? Il dit, parce que je ne peux pas faire comme eux. Ils sont tellement extraordinaires que je ne peux pas faire comme eux. Mais ça l'a hanté tellement, il a travaillé, il a fait. J'espère bien qu'un jour, on va faire cette comédie musicale. C'est une sorte de, aussi, comme la Russie est diabolisée dans ses mainstream, pas chez vous, mais en mainstream. Et comme je ne suis pas enfant de cœur, je voudrais faire un succès mondial avec cette comédie musicale pour renverser la vapeur. Voilà un projet, renversons la vapeur. Alors, je ne sais pas si on va y arriver, parce que j'ai affaire à forte partie. Vladimir, pour une fois, ne parlons pas simplement de Saint Poutine, dont vous parlez beaucoup. Je signale d'ailleurs... 6 livres. 6 livres. Enfin, 28 pays, 6 livres. Vous savez, je suis poutinologue.
patenté, oui. 28 pays. Mais vous êtes l'auteur russe le plus publié en Europe, d'abord. Ah, c'est sûr, parce que vous comprenez, il y avait ce livre que j'aime beaucoup, c'est un livre flamboyant, qui est un romanesque. Ça s'appelle le roman de Saint-Pétersbourg, 1 million d'exemplaires ici. Vous savez, c'est un truc... C'était il y a 20 ans, ça, à peu près. Il y a 20 ans. Oui. C'est bizarre, le truc. Vous étiez venu en parler à Radio Courtoisie. Bon, je me souviens chez vous, dans votre émission. Oui. Vous avez fait 57, je crois. Le 57e. Oui, c'est le 57e. Toujours aux éditions. C'est souvent aux éditions Ballant, maintenant, votre éditeur. J'aime beaucoup, puisque ils ont été propriétaires du Rocher, ils ont acheté Ballant. Voilà, franchement, y compris pour moi. Chez Ballant. Oui. Staline et Poutine, on va en parler. Les dialogues d'outre-tombe entre Staline, qui est outre-tombe, pas Poutine, c'est très étonnant ce livre. Surréaliste. Surréaliste, mais ça donne des clés psychologiques. Il date, je crois qu'il a été publié il y a 5 ou 6 mois. Oui, ça marchait beaucoup. D'une manière. Le prochain est sur Ivan le Terrible. Alors, le prochain, c'est pas ça. Le prochain, c'est dans le même esprit un peu surréaliste. Mais je voudrais bien que les gens qui nous regardent, ils comprennent. Dans les deux cas, rien n'est inventé. J'ai mené une très longue enquête. Le prochain livre, ça s'appelle Trump, Poutine et Ivan le Terrible. Ah oui, c'est Ivan le Terrible. Oui. C'est les choses. Mais vous savez, je menais avec mes moyens, comme ça, je mène tout l'enquête, ce qui est dans la tête de Poutine. Comment il parle dans le petit comité, devant les amis très proches, etc. Je me renseigne comment il parle. Et après, rien n'est inventé. Tout ce qui est dans la tête de ça, et je prends un personnage historique qui marque le plus le moment. Autrefois, ça a marqué, parce que c'était le début de cette crise, c'était Staline qui est devenu l'homme le plus populaire de l'histoire de la Russie, même plus populaire que Pierre le Grand, et maintenant c'est Ivan le Terrible. Pourquoi? Parce que Ivan le Terrible, c'est un fondateur de la géopolitique russe. C'est un tsar pittoresque, vous avez vu Eisenstein, tout ça, c'est extraordinaire. Et en plus, j'ai habité le quartier où il faisait des choses. Toute ma jeunesse était marquée physiquement par Ivan le Terrible. Mais fondateur à Moscou. Extraordinaire l'histoire. Si je vous raconte, vous savez, c'est le jaune, le fuchsia, le vert très prononcé sur la toile de fond des neiges éternelles de la Russie, ça m'a marqué. Et j'ai voulu tout le temps Mais d'un coup, vous savez, Ivan le Terrible, les gens ne savent pas, c'est un des plus grands écrivains, certainement c'est le plus grand écrivain parmi les monarques russes. C'est un très grand écrivain, styliste, etc. Il a écrit des lettres absolument extraordinaires, etc. Mais au-delà de ça, c'était un penseur. Et si les gens veulent comprendre ce qui se passe, il faut revenir à ses pensées, Ivan le Terrible, parce qu'il a inventé, vous savez, il a réfléchi, tout d'abord il a réfléchi sur les rapports avec l'Europe. Il a failli se marier avec la reine d'Angleterre, et après il a dit des choses qui sont d'actualité. Il a dit avec ces gens-là, il les appelait amateurs, vous comprenez, c'est exquis le mot. Les Anglais. Amateurs. Les Anglais, ils l'appelaient amateurs. Les amateurs. Amateurs comme le genre de... Tout à fait les amateurs. Aujourd'hui, c'est les Français, les amateurs. Mais enfin, et il a dit, avec l'Europe, de toute manière, il n'y a rien à faire. Pourquoi? C'était antithèse de Pierre le Grand. Pierre le Grand, c'est l'Europe. Et Ivan le Terrible, il a dit, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que c'est un pays que nous avons. C'est un pays, tout d'abord, c'est un orthodoxe. Il y aura toujours la tendance, vous savez... slavophile. Bien sûr. Vers l'Est. Il y aura une tendance, une autre tendance. Il y aura une tendance aussi qui a été marquée Vatican autrefois. Il y a un problème. Le problème avec l'orthodoxie, c'est évident, d'une part. D'autre part... Il y a toujours les deux tendances. Deux tendances, Russie, exactement. Et il faut dire d'ailleurs que Poutine est plutôt dans la tendance, paradoxalement, occidentaliste. Évidemment, mais ça je vais vous raconter. On va en parler. Alors attendez. Non, j'ai terminé avec Ivan le Terrible. Juste une phrase. Il dit, rien à faire avec ces gens-là. Nous serons toujours diabolisés. Nous sommes trop grands. Il y a des richesses, ils ont peur. Alors, il faut s'orienter vers l'Asie
Et puis, ce sera ça, le message. Disait ça déjà à quelle époque? Alors, c'était le 16e siècle, hein, oui, c'est ça. 16e, à cheval sur le 16e et 17e. 17e siècle. Alors, il faudra revenir à Ivan le Terrible, votre prochain livre, mais mais Vladimir le Terrible. Explosif, oui. Écoutez-moi, Vladimir le Terrible. C'est pas tant vos livres qui m'intéressent. Oui. Nous parlerons de Poutine, nous parlerons de Trump, nous parlerons de qui vous voulez, de Staline, des thèmes de vos derniers livres, 6 sur Poutine, mais vous avez écrit sur bien d'autres sujets aussi. Évidemment. Mais ce que l'on veut savoir, c'est la vie de l'auteur. Alors, écoutez-moi un peu, un quart de seconde, Vladimir Fedorovski, cher ami, qui êtes-vous? Racontez-moi un peu votre vie. Vous savez, dans la réalité, j'ai 3 vies. J'ai 3 vies. Parlez-moi de vos parents pour commencer. Tout d'abord, mes parents, j'ai plus d'actualité, vous allez en mourir, parce que je suis symbole de notre époque. Oui. Mon père était un Ukrainien, un très grand Ukrainien, c'était un héros de la guerre. Un héros de la grande guerre. Un héros de la guerre, il a commandé ce qu'on appelle les ordres de Staline. Vous savez, c'est lui qui a libéré Auschwitz. J'ai une côte quand je viens à Tel Aviv. Mon père, il se l'est considéré comme un très grand héros, parce que c'est lui qui a libéré Auschwitz. Vous comprenez, là-bas. Et ça, c'est une chose, un très grand héros de la guerre. Et dans ma famille, il y a 11 personnes qui sont mortes au front dans la lutte contre les nazis. J'ai un oncle qui était un aviateur extraordinaire, vraiment l'as connu dans le monde entier, en Russie, oui. Il y a parmi eux la moitié, les Ukrainiens, la moitié sont les Russes. Ça, c'est ma mère est russe, du centre de la Russie, de cet endroit qui a donné beaucoup d'écrivains. D'ailleurs, peut-être c'était lié avec ça, parce que c'est l'endroit de Tolstoï. Il y a, pour être précis, son village, c'était Tourgueniev, le plus français des écrivains. Il est né dans le même village que votre Dans père. le même camp, bien sûr. Et même plus, vous imaginez. Où il a vécu en France. Le village où il est né, vous savez comment il s'appelait, ma mère. Ça s'appelait Parigi. Parigi, comme Paris en italien. Paris. Pourquoi Parigi? Parce que Tourgueniev, il est allé à Paris, les gens venaient avec lui et ils apportaient, il parlait tout le temps de la France, de Parigi, et c'est devenu Parigi. C'est-à-dire, vous imaginez quel jeu par rapport à moi, Tourgueniev, le plus français des écrivains russes, je suis modestement maintenant quand même le plus édité, disons, des écrivains russes en Occident. Ça, on peut pas dire que le succès vous manque. Mais c'est une magie russe. Les Russes sont magiques. J'ai un copain devant l'Éternel autrefois, parce que j'ai fait autrefois, parmi mes 58e livre que je sors maintenant, Trump et Poutine et Ivan le Terrible, mais parmi mes livres, j'ai fait un livre assez étonnant. Ça s'appelait le roman de Raspoutine, qui a reçu le Grand Prix de l'Histoire, etc. Et depuis, j'ai de très bons rapports avec Raspoutine. Si je veux savoir quelque chose, je demande à Il vaudrait mieux demander au prince Yusupov, son assassin, qui était non, mon cher, c'est pas le prince Yusupov qui est assassin. Ah ben alors, vous m'enlevez mes illusions. Ah ben s'il vous plaît. Qui est mort au Val-de-Grâce. C'était le... Non, ça s'est passé. Il y avait... J'ai pas lu Raspoutine. Ah mon cher, lisez-le. 57 livres. Dans la réalité, le vrai, et j'ai eu aussi, comme j'ai souvent, c'est le hasard que l'IFAR m'a parlé de ça. Vous savez, un grand danseur, autrefois directeur de l'opéra, il m'a raconté l'histoire qui était un ami très cher de grand-duc Dimitri, et c'est le grand-duc Dimitri qui a achevé Rousseau. Alors, le grand-duc Vladimir, dites-moi, Vladimir le Terrible, voilà. Écoutez-moi un peu. Vous n'êtes plus jeune, donc votre vie est longue, et de surcroît, elle est extraordinaire. Je voudrais qu'en 1h30, nous puissions aborder chacun trois vies. La vie de diplomate, la vie de la fin du communisme, quand même, j'étais porte-parole des antiputschistes, et de père ukrainien et du mère russe, oui. Passer l'enfance, d'où vient ce livre sur Ivan le Terrible, dans un quartier, je voudrais qu'un jour, quand vous allez lire, j'espère, ce livre, j'ai une description vraiment avec beaucoup de chaleur de ce quartier.
avec ces couleurs, vous ne pouvez pas imaginer. C'était Moscou. D'autrefois, vous pensez toujours le communisme c'était une façade. Derrière, il y avait la Russie éternelle. Et j'ai vécu... Et très coloré. Très coloré. J'ai vécu toute ma vie, je le sais. Vous voulez me comprendre? Mais il faut lire Tolstoï. Pourquoi je fais cette comédie musicale d'Ivan Karin? Parce que Tolstoï est en moi. J'ai pas terminé avec ma mère, il y a encore un écrivain que vous ne connaissez pas, que je vous recommande, c'est un des plus grands écrivains sensuels que la Terre a connu, qui est le premier prix Nobel russe, qui s'appelle Bounine. Si vous voulez... mais ça, je vous assure, Quelle année, alors? C'était tout le début du XXe siècle jusqu'à... Il est mort en 52. C'était un écrivain extraordinaire. Il a reçu le prix Nobel sur les recueils de nouvelles. Ça s'appelait Les allées sombres. C'est les histoires d'amour. Et les allées sombres, c'est les allées sombres de l'âme. De l'humain. Et ma mère, Tourguenieff et Bounine, les deux, Bounine, il m'a formé. Vous comprenez, que vous voulez me comprendre, il faut commencer... vous a formé aussi la littérature française, puisqu'à 10 ans, je crois que vous rêviez d'écrire des livres à la terrasse des Deux Magots. Vous connaissez, vous avez fait une enquête. C'est vrai, à 13 ans, 14 ans, mon rêve, c'était d'écrire, s'il vous plaît. On me dit, Vladimir, vous auriez pu faire ministre. Je dis, non, pas du tout. J'ai voulu être écrivain. Donc, votre enfance très littéraire, famille, alors là, on est au cœur du stalinisme. Complètement. C'était vraiment complètement, le régime très dur. Ouais. Enfin, je crois que Staline est mort, vous aviez... 5 ans, j'ai 3 ans. Voilà, 3 ou 4 ans. Mais enfin, Brejnev et tout ça, c'est pas beaucoup mieux. Mais vous arrivez... Brejnev, mon cher, c'est une autre tasse de thé. On ne peut pas dire de non devant vous, parce que... Attendez, parce que vous savez, je rêve d'être écrivain, etc., mais... À l'époque, à 10 ans. Le régime, 12 ans, 13 ans, oui. Je me souviens, l'été, comme si, je rêve, je lis Anna Karenine, justement, et je rêve de venir à Paris, écrire, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? À l'époque, vous vous souvenez, c'était les écrivains américains, Hemingway à Paris, etc. Je rêvais de faire ça, mais il faut voyager. Comment voyager? À l'époque? À l'époque, c'était le rideau de fer. Vos parents ne pouvaient pas voyager non plus. Non plus, ça c'est le truc. Et il y avait un coup de bol pour moi. J'ai beaucoup de coups de bol dans ma vie, pour vous dire. Le fait que je vous connais, c'est un coup de bol aussi. Je vais vous dire comment ça se passe. Oui. J'entre, tout d'abord, le coup de bol que j'entre dans cet institut qui forme les diplomates, ça s'appelle MGIMO. L'Institut d'État des Relations Internationales. MGIMO, ça s'appelle. Vous savez que c'est une école que Vladimir Zelensky a manqué. Il n'a pas réussi à y entrer. Mais il suffit qu'il ne manque pas. C'est l'ENA, non? Non, c'est un peu comme l'ENA pour les diplomates. À peu près, mais ça, je pense que c'est mieux, mais entre nous, mais ça c'est le truc. Mais comment ça se passe? Paf. Et le truc, et ça se passe que... mais comment faire? Et entrer, c'est très difficile, tout est figé, les dés sont pipés, c'est quand même nomenclature, vous comprenez, c'est le truc. Et un copain de mon père qui est mort quand j'ai eu 7 ans, et mon père l'était beaucoup estimé, parce qu'il était chaleureux, vous savez, j'ai mon bagou, ça vient de lui aussi, vous comprenez, tout ça. Et il était le copain de mon père de la guerre. Il était une seule année président de cette institution. Une seule année quand j'entre. J'ai embêté ma mère, j'ai enquiquiné ma mère, tu viens le voir. Il ne voulait pas la diplomatie, il détestait ça. Votre père? Non, ma mère. Mon père est mort. Il est à 16 ans. Oui, vous aviez 7 ans. Il est à 7 ans. Et elle ne voulait pas que vous soyez diplomate. Pas du tout, elle n'aimait pas ça. Vous savez, ma mère était très rigoureuse. Elle voulait que je sois ingénieur ou quelque chose comme ça. Mais bref. Ah oui. Et je crois qu'elle était spécialisée de la planification. Mais elle a non seulement spécialiste de la planification, à l'époque, vous savez, pour les gens d'aujourd'hui qui donnent ce somme-là, elle aurait dû être milliardaire, puisqu'elle a donné l'argent à tout le monde, à Gosplan. C'est elle qui distribuait les investissements. Mais très rigoureuse. On n'était pas sous Elstine. Mais bref, elle fait ça, et il me fait entrer. Et il me dit une chose, il me dit, Vladimir, tu entres dans le milieu très difficile,
tu ne connais personne. Il faut que tu apprennes une langue très difficile. Dans ce cas-là, tu seras quelqu'un qui sera demandé. Tu vois. Et il m'a placé, je demandais la langue française, il m'a mis dans la langue française. Mais aussi l'arabe. Mais l'arabe. Et j'ai appris l'arabe. Et après, envoyé anglais, bien sûr. Et le truc, ils m'ont envoyé dans le patelin pas possible en Mauritanie. En Mauritanie. 3 rues Gadgodroné, les paysages extraordinaires. On peut Kandinsky, Nouakchott, mais 3 rues goudronnées. Et j'ai passé 4 ans. Ah oui, mais c'est très beau. Ah, mais magnifique. Moi, un jour que je vais faire un roman, j'ai beaucoup d'amis là-bas de cette époque. Vous savez, de la Mauritanie, ça serait un livre, ça. Ah oui, évidemment. Mais vous savez, c'est un livre à faire. Pourquoi? Parce qu'on était c'est un milieu très clos. 200 personnes qui n'ont aucun intérêt stratégique. Les Français, les Espagnols. Mon meilleur copain, vous savez qui était? C'était chargé d'affaires de Franco. À l'époque, pas de relations diplomatiques, mais on était copains, etc. Le fils de Mitterrand, tout ça. J'ai connu Mitterrand d'ailleurs. Et les trucs. Qui n'avez-vous pas connu? Mais j'ai connu tout le monde. Mais quand même, Mauritanie, ça crée des liens. Et après, oui, je vais vous raconter ma carrière. Pourquoi je coup de bol? Ma première carrière était déterminée par ça. Il y a quelqu'un, vice-ministre, qui vient à Nouakchott, et je le traduis pour le président de la langue arabe. Et à l'époque, j'étais émotif. Vous savez, et plus je crie, plus il m'écoute. Plus je gueule, plus il m'écoute. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ça marche comme ça, et après, il dit, vous savez, vous en avez marre, peut-être de Mauritanie, mais j'ai gagné quand même plus d'argent qu'à Moscou. Mais il a dit, vous en avez marre de... Vous savez, revenez, je voudrais... Comme interprète. Je vais vous tester auprès de Brejnev. Ah, voilà. Parce que Brejnev, il a perdu l'oreille. Voilà comment et vous gueulez. Comme vous parlez fort, vous serez non seulement interprète en arabe, mais en plus, il vous écoutera. Il m'écoutait. Et Brejnev, parce qu'il me captait, il m'adorait. Et ma carrière vraiment. Pourquoi je suis passé toute ma vie dans les patelins? Pas si vous avez perdu la voix, vous partiez au goulag, non? Non, c'est dans le genre. Non, Brejnev, vous savez, contrairement à ce qu'on raconte. C'était un brave homme? Non, c'était humainement quelqu'un, politiquement, il était nocif, évidemment, mais je dois vous dire que toujours tout d'abord, comment va votre femme? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Gorbatchev, moi j'ai travaillé pour lui. Ensuite. Jamais merci. Ah, Brejnev. Civilisé. Vous savez, je vais vous faire une petite révélation. Parmi les... j'utilise... Brejnev civilisé, c'est une grande révélation. Non, attendez. Vous savez, une phrase que j'ai entendue de Brejnev. Brejnev, il aimait les hommes, mais il aimait surtout les femmes. Et une fois, il me dit, vous savez, Vladimir, j'aime aimer. Cette phrase? J'aime aimer. Cette phrase, vous comprenez? Et quand il est devenu, il me rappelle un peu Biden que j'ai connu plus tard, parce qu'il est devenu gâteux quand même vers la fin. Oui, on l'a obligé. Il y a une succession de vieux schnocks à la tête du Parti communiste russe. Et il était conscient qu'il devient gâteux. Il a dit, vous savez, Vladimir, je vais disparaître bientôt. C'était avant Andropov, ça. C'est avant Andropov. Et comme je vais disparaître bientôt, c'est difficile, vous avez travaillé pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je demandais, qu'est-ce que vous voulez? Et je lui demandais le poste absolument inaccessible, très énigmatique pour le grand public, mais en réalité, j'ai eu ça grâce à Brejnev, le poste de l'attaché culturel. Et ici à Paris. Et il m'a envoyé... Autre coup de bol. Mais ça, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas... Et moi, comme j'étais couvert par Brejnev, j'ai perturbé le KGB parce que je sortais tout le temps doyen Dali, Picasso, les gens de Chagall, Égérie, tout le monde, Aragon, etc. Les grands restaurants, etc. Tout ça, c'est le truc complet. Et j'ai perturbé les Français. Vous avez passé combien de temps comme attaché culturel? J'ai passé quand même presque 4 ans. À Paris. 4 ans et demi. Mais à ce moment-là, l'ambassade était ce gros machin qui... C'était encore rue de Grenelle. Quand j'ai commencé, c'était encore plus joli, les vieux. C'est un peu l'ambiance comme ici. C'était beaucoup plus joli. L'ambiance comme ici. Après, c'était bunker là-bas, mais j'ai fait les deux. Et mais je dois vous dire que ça, c'est une... les gens, vous ne pouvez pas imaginer
qu'est-ce que je pouvais... Je connais tout d'abord le monde entier à l'époque. La culture russe, voilà votre exemple. On dit que la France est franco-russophobe. C'est un mensonge. C'est un des pays le plus russophile. Ça ne va peut-être pas rester avec les cochonneries qu'on entend dans nos oreilles en permanence depuis quelques années. Ça dépend. Moi, je parle aussi. Je parle de temps à autre. Oui, on fait l'antidote. Je vais vous dire une chose. Détrompez-vous. Vous savez, je vais vous dire une chose, cher ami. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Ces gens-là qui nous racontent des histoires, c'est les meilleurs agents de Poutine. Bien sûr. Parce qu'ils sont tellement exagérés. La russophilie française. Ils ont tellement menti. Oui, les Français. Vous comprenez, ils ont menti sur les sanctions, sur 12 cancers, 15 cancers de Poutine. Poutine, il va mourir. Les Russes sont nuls. Ils ont raconté, vous vous souvenez de cette phrase extraordinaire, je vais mettre la Russie à genoux, à genoux. Taux de croissance aujourd'hui, 4,3%. Évidemment, tout ça. Et la France est même pas à 1%. Ces gens-là, la seule chose qu'ils ont rendu un mauvais service à la France, parce que, vous savez, à la différence de mon époque, de la guerre froide, pendant la guerre froide, évidemment, on a menti, mais on n'y croyait pas. Tandis que ces gens-là, non seulement ils ont menti, mais ils ont cru. Et ils ont fait croire ça aux décideurs. Et ça, c'est très grave. Mais bref, l'époque, la France était vraiment, j'ai connu tout le monde. Et vous avez connu Chagall, Didou, Dali. Chagall, Dali était un copain. Sa mère, évidemment, Dali, dès qu'il arrivait, il me téléphonait. C'est sa femme qui me téléphonait, puisqu'il parlait, et sa femme était russe. Oui. Et Gala. Et elle me téléphonait parce qu'elle voulait parler russe. Et vous savez, on parlait de la poésie. J'ai oublié de vous dire. J'ai dit la littérature, c'est pas la littérature. Tout d'abord la poésie. Cette extraordinaire période de poésie. Vous savez, franchement, je peux vous parler à l'infini de cette période. Bon, on va faire une autre émission. Continuez. On ne va pas se presser. On a le temps. On a le temps. Quand même, tout ça est passionnant. Quand même. Et après, Brejnev meurt. Et vous avez rencontré aussi les grands écrivains communistes. Tout le monde, mais j'ai connu tout le monde. J'ai un ami à qui j'ai donné en fait un prix un jour, qui était président de l'Académie Goncourt, compagnon de route, comme Hervé Bazin. Ah, Hervé Bazin. Il y avait beaucoup de compagnons de route. Hein. Oh oui, énormément. Est-ce qu'il n'y avait pas derrière la vague ou la vogue communiste importante, très importante après la guerre, à partir de 44-45, et qui s'est étiolée dans les années 70. Oui. Mais enfin, pendant presque 30 ans, bien sûr, le Parti communiste, ou plus de 20 ans, a une énorme place en France. Évidemment. Plus de 30% aux élections de 46. Évidemment, bien sûr, bien sûr. Il n'y avait pas derrière un peu de russophilie, d'amour de la Russie? Il y avait en tout cas. C'est le cas pour plusieurs écrivains, par exemple. Mais vous savez, je vais vous dire, j'ai eu un copain, Armand Lanoux, peut-être ça vous dit quelque chose. Bien sûr, ça, absolument, un magnifique livre sur Maupassant notamment. Et il a fondé une société des sinistrés de charme slave. Ah, les sinistrés du slave. De charme. Pourquoi? Parce que beaucoup d'affinités. Moi, Aragon, vous avez connu Aragon. Très bien. Mais vous savez, il n'était plus communiste quand vous arrivez dans les années 70. Non, il était communiste. Il était communiste. Vous étiez très jeune, vous êtes arrivé à Paris à 25 ou 26 ans comme attaché Absolument, culturel. 27 ans. Paris était à mes pieds. Moi, j'ai commencé Paris, vous imaginez, Paris était à mes pieds. Mais alors, attendez, à 27 ans, vous êtes attaché culturel à Paris, pardon, je récapitule pour que chacun suive bien. Et vous avez été auparavant, quelques années durant, interprète de Brejnev quand il recevait des dignitaires parlant arabe. Oui. Et auparavant, vous avez été en poste à Mauritanie. On fait le chemin à l'inverse. Et avant, vous avez été dans la grande école de diplomates. Oui, bien sûr. L'Institut Mais vous savez, j'ai terminé l'école à 21 ans. Après, j'étais envoyé. Mon premier truc, je vais vous dire, quand j'étais avec Brejnev, c'était la guerre de Kippour. La première sortie, on me demande, à tout hasard, on met l'interprète de langue arabe et il y a quelqu'un qui vient que je ne connaissais pas. L'interlocuteur de Brejnev, c'était Kissinger. Je suis devenu après un ami de Kissinger. Vous citez Kissinger à plusieurs reprises dans ce livre. Kissinger, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ah, racontez-moi Kissinger. Il vient, et Brejnev, je vous dis, c'est un sentimental. Vous allez revenir 10 fois, mon cher, mais continuons. Sentimental. Il vient,
et Brejnev, ils s'embrassaient. Sur la bouche. Parfois sur la bouche. Comme il se doit. Et le mec, comme c'était la guerre, c'est très important la rencontre, parce que maintenant ils vont s'inspirer de cette rencontre pour gérer la crise ukrainienne. Et il embrasse sur la bouche, et après je demande à Kissinger, maître, c'était quand même difficile, j'ai osé de dire. Il me regarde, vous savez, monsieur, c'était pour la paix. Ah. Et ils ont géré, vous savez ce qu'ils ont géré? En quelle langue il vous dit ça? En anglais? En anglais, bien sûr. Et je tiens à vous dire une chose. Maintenant, toute la crise actuelle est liée avec... il faut gérer l'arrêt de combat de l'espace. C'est-à-dire il faut contrôler de l'espace l'arrêt de combat. Et la première fois, les Russes et les Américains, ils ont contrôlé le cessez-le-feu. C'était en ma présence, Brejnev et Kissinger, ils ont conclu l'accord. De l'espace, ils ont contrôlé le cessez-le-feu entre les Égyptiens et les Israéliens. Et on va inspirer, parfois quand je parle dans les médias ici, ils ne savent même pas que ça existe. Mais la discussion, maintenant un peu secrète, il s'inspire de mon époque de jeunesse. Mais vous imaginez bien, pour revenir dans notre truc, Brejnev meurt. Le lendemain, on me fout dehors. Ben non, vous partez à Paris. Non. Brejnev meurt, quand il m'a envoyé, il était encore vivant, après il est vivoté. D'accord. Et après il meurt, 82, meurt, je me souviens très bien, tout de suite on m'a foutu dehors de Paris parce que c'était Brejnev qui m'a envoyé, maintenant... Vous étiez le protégé de Brejnev. Évidemment, tout de suite. Mais attendez, vous saviez tout ce qu'il y avait derrière, parce que tout de même... Évidemment. Je ne suis pas un excité des droits de l'homme, mais enfin... Évidemment, mais on était... Vous saviez ce qui se passait. Évidemment, mais vous savez, je vais vous dire, même Brejnev n'était pas communiste. Mais nous, cela va sans dire. Il n'y avait plus de communistes dans la Russie soviétique, il y avait plus de communistes. Qui était il y a plus de communistes aujourd'hui en Russie, je crois, qu'il y en avait à la fin. Non, mais je tiens, évidemment, parce que je tiens à vous dire, ça c'est une chose qu'il faut comprendre, parce que le pays était, le régime était sclérosé, etc. J'ai beaucoup de copains dissidents, parce que j'ai beaucoup aidé dissidents, et j'ai un copain, Alexandre Gainsbourg, il disait souvent que l'URSS c'était un rare pays, un des rares pays du monde qu'il n'y a pas de communistes, parce que les personnes n'y croient. Brejnev n'y croyait pas. Bien sûr, était là, mais après un coup de bol, pourquoi? Parce que quand je reviens, je cherche d'ailleurs... Alors là, vous revenez à Moscou. Je reviens à Moscou, en 82. Et je cherche un poste, mais comme à Paris, j'ai quand même créé un réseau, etc., je trouve, grâce d'ailleurs au genre de Gromyko notamment, parce que vous savez, comme je sortais beaucoup, j'étais couvert par Brejnev, mais quand même le KGB... Suivi par le KGB. Suivi le KGB, et j'ai perturbé les gens. Drôle de pistolet, ça, attaché culturel. Évidemment, si je vous raconte... Racontez-moi. Mais j'ai perturbé les Français. Je vais vous raconter. Allez-y. Parce que les Français... arabe, qui connaît Saddam Hussein, qui est copain de Kadhafi, qui vient à Paris, attaché culturel. Mais attendez, à l'époque, ça, vous savez, attentats, etc. On m'a suivi. Vous avez connu Kadhafi aussi? Très bien, tout le monde. Saddam Hussein, si je vous raconte le livre que vous avez ici, les dialogues sur Staline, c'était inspiré quand on a passé plusieurs jours tête à tête avec Saddam Hussein à la dacha de Staline. C'était le commencement de ce livre. Vous imaginez Saddam Hussein. Mais bref. Attendez, je ne suis plus du tout. 3 jours avec Saddam Hussein dans la dacha de Staline. Mais en quelle année? C'était tout début des années 70. Tout début des années 70. Staline était mort depuis plus de 20 ans. Non, mais je me souviens, on m'a mis, j'étais même pas dans le service diplomatique. J'étais stagiaire, imaginez-vous bien. Et stagiaire accompagne des dignitaires arabes, avec l'arabe. On lui propose, on dit, on va mettre avec quelqu'un qui vient de l'Irak. En réalité, il a préparé son coup d'État à l'époque. Et le truc, il vient là-bas, on lui propose Bolchoï. Il a dit, écoutez, monsieur, en arabe, il n'y a pas de vous. On tutoie tout de suite. Écoute. Tu sais, dis à eux que je ne veux pas du tout ça. Bolchoï, c'est pas mon truc. Je voudrais passer 2 ou 3 jours dans la dacha de Staline. Je sais que ça existe. Ah, voilà.
Et on lui a mis à sa disposition, j'étais en tête-à-tête, j'ai dîné plusieurs fois avec lui, je me souviens la bibliothèque de Staline. Pour faire l'interprète déjà. Évidemment, oui. Évidemment, ça c'est le truc de ça. Mais bref, pour les Français. Elle est où cette datcha là? C'est à une dizaine, 12 kilomètres de Moscou. Très belle maison, j'imagine. Belle maison, c'est complètement restaurée. Mais j'ai couché sur les canapés. Il y a 12 canapés identiques. Canapé, c'est pas divan plutôt. Identiques où Staline est mort. C'est un endroit, je décris ça, c'est un endroit magique. Mais pour revenir à ça, je reviens. Et j'ai un coup de bol. Alors, vous revenez à Moscou, je reviens à Moscou et je trouve un poste d'un directeur de cabinet numéro 2 du ministère des Affaires étrangères, d'ailleurs grâce aux gens, parce que vous savez, ma force était ici, comme j'étais attaché culturel, que je les faisais promener, tous ces dignitaires. Parce que, vous savez, les grands restaurants, tout ça, le théâtre, c'était moi. Et alors, évidemment, ça crée des liens, j'ai créé un réseau imbattable, et j'ai su surmonter certaines réticences de l'autre côté, grâce d'ailleurs aux gens de Gromyko, et ils m'ont casé directeur de cabinet. C'est très important, le poste de directeur de cabinet. Et je dois vous dire que... Directeur de cabinet de qui? De vice-ministre des Affaires étrangères, numéro 2 du ministère des Affaires étrangères. Secrétaire d'État, une sorte. Oui, je vois. C'est-à-dire un truc assez haut placé, mais... Alors là, c'est sous Andropov. C'est sous Andropov. Voilà. Mais le complot de Gorbatchev était déjà là. C'est quelqu'un qui était dans le complot de Gorbatchev. Comme j'étais son directeur de cabinet, vous comprenez, tout est passé par moi. C'est pas Yakovlev. Yakovlev, j'ai connu tout de suite Yakovlev, qui était le vrai... Qui était le penseur de la perestroïka. Le porteur, tout de suite, il me met... C'était l'homme de Yakovlev au ministère des Affaires étrangères. Alors, vous avez exactement tout compris. Il s'appelait Petrovski, un extraordinaire penseur aussi. C'était les gens qui rêvaient. Vous savez, c'était un paradoxe quand j'étais évidemment tout compris, mais quand je revenais, ces gens-là, je vois Yakovlev, il dit, on va prendre le Kremlin au nom de la liberté. Vous comprenez, c'était les gens, à partir de quelles idées? On revenait de loin. Mais vous comprenez, j'étais dans le complot, et comme je les ai promenés à Paris, ils connaissaient que je connais à l'Occident, ils connaissaient que je suis malin. Dès qu'ils ont commencé à prendre le pouvoir vraiment, c'était juste après, il y avait cette période, il y avait quelqu'un qu'on appelait ouvreur des bouteilles, c'était le secrétaire de Brejnev qui est devenu à l'époque une sorte de intérimaire, Tchernenko il s'appelait. D'ailleurs, les autres étaient tous ukrainiens. Vous savez, c'était le paradoxe de ce pays. On dit que Mais vous écrivez à plusieurs reprises, là aussi je vous coupe, et c'est intéressant, parce que c'est plein d'actualités. Cette fois, on va revenir à la période perestroïka, parce que vous l'avez marqué. Elle vous a marqué, mais vous l'avez marqué plus encore. Bien sûr, bien sûr. Et c'est très intéressant, vos rapports avec Gorbatchev vont être très éloquents, je trouve. Mais un petit arrêt sur un sujet très intéressant à propos de l'Ukraine. Vous dites à plusieurs reprises que dans les bureaux, dans la plus haute administration russe, il y avait autant d'Ukrainiens que de non-Ukrainiens. Non, attendez, sur 6 dirigeants du Kremlin, le chef du Kremlin, il y en a 4 qui ont été Ukrainiens. 4 sur 6. 4. C'est dire. 4 sur 6. La mère de Gorbatchev, c'était ukrainien, Tchernenko était ukrainien, Brejnev était ukrainien, et Khrouchtchev, il était ukrainien. Et 2 autres n'étaient pas russes non plus, parce que Staline était géorgien et Andropov était juif. Vous comprenez le paradoxe, il n'y avait pas de Russes. Juif russe quand même. Il n'y a pas de Russes. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a un personnage dont on n'a pas parlé, mais qui est comme vous. Et c'est le signe de l'extraordinaire unité de ce peuple, ukrainien compris. Oui, bien sûr. Voilà. Il faut le dire quand même, parce qu'on fait semblant. Des gens fous s'imaginent que l'Ukraine est séparable. Elle n'est pas séparable dans son histoire. Bon, c'est pas possible. 30% des Russes sont mélange entre les Ukrainiens. Mais oui, mais tout le monde. L'Ukraine s'est vidée de ses habitants
pas depuis l'intervention russe simplement, mais depuis que l'Ukraine existe en 91, et les gens sont partis. Je crois qu'on est passé de 52 millions à 35 millions à peu près, et une bonne partie sont partis. Le vrai chiffre, c'est beaucoup plus grave. C'est même plus de 30 millions d'Ukrainiens, alors qu'ils étaient 52 en 91. Évidemment, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont partis en Russie, beaucoup de gens sont partis en Europe, et le problème des Ukrainiens, qu'ils ne font pas, ils ne vont pas revenir. C'est ça le problème. C'est l'osmose entre ces peuples qui m'intéresse et dont vous êtes un bon symbole, puisque votre mère était russe et votre père ukrainien, que tout ça se mélangeait, tout ça s'est mélangé dans l'administration, dans les plus hautes autorités russes. Vous faites penser à un personnage de ce point de vue-là, et aussi à certains autres. Vous n'en parlez peu, c'est Solzhenitsyn, dont un parent était ukrainien et l'autre Évidemment, mais j'ai connu Solzhenitsyn. Donc ces peuples sont complètement imbriqués. Vous savez, quand imbriqués. ils m'ont envoyé, quand je termine ça, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont tout de suite compris ma valeur, ils m'ont envoyé ici vendre la perestroïka. Et je vais vous dire comment. Parce que mon métier, j'étais conseiller de l'ambassade, j'étais en contact avec l'Élysée, parce que l'ambassadeur était conservateur, tout le temps, c'est-à-dire un système assez bizarre, mais en même temps, ma vraie performance, je me souviens, et je vais vous dire, c'était justement les contacts. J'ai contribué au retour de Solzhenitsyn. À publication de livres Solzhenitsyn, parce que Yakovlev, elle était mais peut-être la performance que je garde, il y a 2 amis, 3 performances. Ils m'ont demandé, quand c'était 85, ils m'ont demandé comment changer, ils voulaient changer l'image de la Russie. J'ai dit, vous savez, c'est très simple, vous faites revenir les Solzhenitsyn, Nureyev, mon ami Rudy, je vais vous raconter, ils ont fait ça. Mais il faut faire quelque chose de spectaculaire. Je m'arrange avec Mitterrand pour qu'il invite Sakharov. Vous vous souvenez, Sakharov, un grand scientifique, prix Nobel de la littérature, de la paix. De la paix, oui. C'était un chimiste. Mais non, il était inventeur de la bombe H. Oui, c'était un très grand complexe. C'est un pilier de complexe militaire industriel qui a évolué vers les droits de l'homme, etc. Et il était... Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Je m'arrange avec Mitterrand, qui l'invite ici, et après je téléphone. Je ne voulais pas faire le télégramme, parce que les télégrammes, même secrets, soi-disant chiffrés, c'était contrôlé par le KGB. Et j'ai fait par téléphone, je m'arrange avec Yakovlev. Solzhenitsyn était en exil, complètement coupé du monde. Touk, touk, touk. Il était aux États-Unis. Non, il était en exil à Gorky. Il était, vous savez... On est en 85, là 85, oui, il était exilé sous la surveillance du KGB, complètement coupé de contact, etc. Et touk-touk. Vous avez demandé le téléphone? Il a dit non, je n'ai rien demandé. Non, vous avez demandé le téléphone, on installe le téléphone. Gorbatchev téléphone, je vous présente mes excuses, les Russes disent avec patronyme. À Solzhenitsyn. À Sakharov. À Sakharov, pardon. À Solzhenitsyn aussi. Ah oui, je comprends, oui. Sakharov n'était pas aux États-Unis. Sakharov, qui n'en parle pas du même. D'accord, j'ai compris. Et puis, vous pourrez revenir, il deviendra député, etc. Revenir. Et puis, en plus, il transmet mon invitation de la part de Mitterrand, etc. Il vient. Mais il faut voir, moi j'étais un bon quand même. Je connaissais beaucoup, j'ai rendu pas mal de services aux dissidents, etc. Sakharov vient ici. Je viens à l'époque carrément dans l'avion. Personne ne m'arrête. Dans l'avion. Il y a tout Paris, Bernard-Henri Lévy, tous les trucs. Sakharov vient à Paris. Il a dit non, je vais venir avec lui. Il vient dans ma voiture. Je l'amène à l'ambassade. Mon cher, à l'ambassade. Je fais la conférence de presse. C'est la première sortie de Sakharov dans le monde. Oui. Vous comprenez le truc, je ne sais pas si vous connaissez la salle de l'ambassade, 600 personnes à peu près, mais il y avait milliers de personnes, tous les journalistes du monde entier étaient là. Première question, vous vous souvenez, il y avait un journaliste, directeur de Nouvel Observateur, Jean Daniel. À vous, M. Sakharov, vous risquez beaucoup avec eux. Sakharov qui a pondéré, il dit, vous savez, oui, on risque. Tout le monde risque, Gorbatchev risque, lui risque, moi risque, tout le monde risque. Maintenant, deuxième question pour vous. Vous vendez du vent. Jean Daniel dit ça? Jean Daniel, la salle, silence dans la salle.
J'ai dit oui, monsieur le directeur, mais c'est le vent de la liberté. J'ai un cadeau de destin parce qu'un des plus mes grands amis, il a choisi la liberté, un grand musicien devant l'Éternel, un des plus grands pianistes du XXe siècle, Michael Roudy, il s'appelle. Et je l'ai fait rentrer avec chancel, avec grand échiquier, c'était formidable, etc. Et c'était extraordinaire. Vous êtes derrière à peu près tout, quoi. C'était magnifique. Dourieff. C'était le cadeau. Vous savez, c'est le cadeau de destin. Quand vous parlez avec ça, vous devenez intime de Sakharov, intime de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, si mes conversations, je vous raconte, c'est étonnant. Vous savez, je vais vous dire, ça c'est prémonition de ce qu'on va dire après, mais quand Poutine il était choisi par un système pourri en 89. Complètement pourri, d'Eltsine qui était complètement à la fin de règne, pitoyable. 99. Et à ce moment-là, je vois Solzhenitsyn et je lui parle, je dis, vous savez, c'est quand même marionnette. Il a dit, vous avez choisi un bon mot. C'est une marionnette, Poutine. Vous parlez d'Eltsine. Non, on parlait de Poutine. Parce qu'Eltsine aussi. Non, attendez, Eltsine, c'était autre. Parler de Poutine. Mais simplement, quelques semaines plus tard, Solzhenitsyn a dit, on s'est trompé. C'était pas une marionnette. C'est pas une marionnette, c'est une marionnettiste. C'est ce que dit Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, il m'a dit ça. Mais où ça se passe où ça? À Moscou? Ça se passe à Moscou. Oui, d'accord. Alors donc vous organisez le retour de quelques bannis que voulait Gorbatchev, car à ce moment-là... Évidemment, c'était symbolique. On a un peu franchi le changer, parce que la liberté de presse... Vous avez fini, au sein même, j'essaie de reconstituer le fil, vous avez fini par gravir encore plus les échelons et à devient un collaborateur de Gorbatchev. Évidemment. 85 à peu près. 85 jusqu'à 99. 89. Oui. Bien sûr, 89. Jusqu'à 89. 89, mais vous savez, Gorbatchev, mes rapports avec Gorbatchev sont compliqués. Parce qu'il faut comprendre que j'ai fait beaucoup pour eux. Mais en même temps, Gorbatchev, il était un manœuvrier. Parfois, il était aussi amateur. Vous savez, il y a beaucoup d'amateurs ici. C'est un peu naïf, non? Naïf. Notamment, ça m'a perturbé, cette affaire de la réunification d'Allemagne, ça m'a perturbé. Parce que je vais vous dire comment ça s'est passé. Je vois Mitterrand, je transmets un message de Mitterrand. En 90, alors. C'était 89. 89. C'était oui, dans l'hiver 89-90. 89 pour être précis, il faut être précis. Oui, fin 89, je transmets ce message où Mitterrand dit qu'il ne faut pas brusquer les choses. Réunification d'Allemagne, c'est pas notre tasse de thé. Il va en RDA. Non. Enfin, je transmets ça. Et après, ce qui s'est passé, ils ont discuté ce télégramme, un télégramme de Thatcher. Ils ont été 5 pour décider. C'était début juin 89, bien avant la réunification. Et il y avait 2 mes amis, à l'époque, j'étais aussi lié avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Shevardnadze, géorgien. Si vous vous souvenez, surtout numéro 2 du régime, qui était Yakovlev, un penseur de la perestroïka. C'est un grand ami à moi. Qui était le vrai penseur de ce que faisait Gorbatchev. Évidemment, mais il était beaucoup plus radical. Oui. C'est-à-dire, on voulait la sortie du... Gorbatchev, il était ambigu. Et même cet épisode est ambigu. Il a essayé de tout concilier. Tout concilier. C'est-à-dire, en fait, l'image que vous avez la primeur. Je n'ai jamais raconté ça. Le truc, 2 contre 2, KGB, l'armée, Yakovlev, les réformateurs, et Shevardnadze. Et Gorbatchev garde le silence, il discute ce message de Mitterrand. Et le KGB, il a dit, vous savez, si vous continuez, c'est la fin de l'Union soviétique, c'est la fin de RDA, il faut arrêter ça. Les gens d'RDA demandent qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Nous avons 500 000 hommes. 500 000 hommes. On ne tiendra pas. C'est-à-dire, en plus, Mitterrand, Thatcher demande, arrêtez. Et Reagan? Reagan, non. Reagan, pour l'instant, non. C'est 2-là qui ont demandé. La discussion était précise. Et Gorbatchev discute, et 5 heures de discussion. On m'a raconté ça sur le show. Il ne prend pas la position. Mais vous savez que dans mon affaire, souvent, les égéries jouent un rôle. Et plusieurs livres. L'égérie de Gorbatchev, c'est son principal conseiller, c'était sa femme. Et il vient, il dit, vous savez, je dois rentrer parce que Raïssa, elle s'appelait, elle m'attend au dîner. Demain, on va prendre la décision.
Et Yakovlev, il a joué d'une manière extraordinaire. Quand Gorbatchev était dans la voiture, il a téléphoné à Raïssa. Il a dit, vous savez... Raïssa, la femme de Gorbatchev. Raïssa, il l'appelait toujours avec patronyme Raïssa Maxime. Vous savez, bien sûr, on peut faire tout ce que vous voulez. Mais dans ce cas-là, si on acceptons le plan du KGB, nous sommes otages du KGB et de l'armée. Et dans ce cas-là, nous serons chassés du pouvoir et peut-être même tués. Et à ce moment-là, les moments fatidiques de l'histoire, Raïssa, il a prononcé un mot qui va rester dans les annales. Il a dit, on verra. Gorbatchev vient, il l'a briefé sur l'oreiller, et finalement, le lendemain, il revient, pas de réunification, pas d'intervention. Donc réunification d'Allemagne, autorisée, autorisé, et c'était décidé, vous imaginez, à ce moment-là, en juin. Mais c'est un document d'histoire. S'il vous plaît, je vous donne la primeur. Je vous donne la primeur, mon cher. Je pense qu'il doit y avoir quelques traces, mais vous voyez, je découvre que... Et après, pour vous dire pourquoi Gorbatchev, par exemple, après qui a été autorisée, au fond, la réunification, qui interviendra en novembre. En novembre, les choses. La décision était prise en juin. Mais je dois vous dire, après, Shevardnadze, il m'a pris sur 2 réunions assez confidentielles avec un Américain, secrétaire d'État des États-Unis, et la crise d'aujourd'hui revient à ça. Il m'a pris avec lui et j'ai écouté, j'ai vu quand cet Américain, c'est un grand banquier qui était secrétaire, James Baker, il s'appelait. Mais j'ai une question à vous poser là-dessus. Et il dit, jamais nous n'allons pas élargir l'OTAN. Donc, ça, c'est très important. Et vous l'avez entendu. J'ai entendu. Parce qu'il n'y a pas de trace écrite. Mon cher, et j'ai pris le télégramme disant qu'il faut avoir les traités. Le télégramme sera publié un jour. J'ai pris. Pourquoi je n'étais pas d'accord? Naïf, vous dites. Et Gorbatchev a répondu, ne vous inquiétez pas. Pas la peine. Pas la peine. Et je vais vous dire. Ça, c'est la naïveté. C'est naïveté ou pas? Parce que, attendez, il faut que je récapitule pour que les gens comprennent bien. Vous êtes tout à fait dans le sujet. L'année 89, c'est même élargi aux États-Unis. Les conversations se poursuivent en 90. Il y a quelques enjeux. D'abord, la réunification de l'Allemagne, que la France regarde d'un œil mitigé. Ensuite, parce qu'il y avait des puissances occupantes en Allemagne. Bien sûr, mais elle est toujours. Oui, comme vous dites. Mais mélangeons pas tout. Je voudrais bien situer cet épisode très important, parce que vous nous livrez vraiment d'une très grande importance. Bien sûr. Il y a à ce moment-là quelques réticences, mais les réticences, y compris de la part de la Russie, bien entendu, les réticences françaises, les réticences russes, elles sont levées parce que l'Américain intervient, James Baker, secrétaire d'État, et dit... Au nom des États-Unis. Il a dit, moi j'ai... Ne vous inquiétez pas, laissez faire les choses. Laissez faire les choses. En échange, nous nous engageons, nous, occidentaux, États-Unis, OTAN, en fait, OTAN. Évidemment, mais les États-Unis qui décident. Faire progresser, les États-Unis qui décident, à ne pas faire progresser l'OTAN au-delà de ses frontières actuelles. Évidemment. Tout d'abord, il y avait... Promesse qui ne sera jamais tenue, non, jamais du tout. Jamais. Je vais vous dire, tout d'abord, heureusement pour moi, parce qu'il y a très peu de survivants. Mais il y a un survivant à cet épisode, témoin aussi, et qui était honnête. Parce que les Américains essayaient de nier. Mais je sais. Et moi, j'étais témoin, et vous savez, comme je suis seul, Shevardnadze est mort, vous comprenez, il y avait un ambassadeur américain qui s'appelle Matlock, qui a écrit et qui a confirmé texto notre rencontre. Mais pourquoi Gorbatchev n'a-t-il pas fait écrire cet engagement noir sur blanc? Vous savez, je vais vous dire, ça c'est un reproche, j'ai proposé ça dans mon fameux télégramme, mais je dois vous dire qu'en même temps, il faut le comprendre. Vous savez, les grandes ententes que nous avons faites avec les Américains, notamment avec Reagan, qui étaient toujours tenues, c'était les ententes non écrites. Et je vous signale que les grands... à l'époque où il y avait une parole. Il y a une parole. Et je tiens à vous dire une chose, pour revenir, parce qu'on fête maintenant 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les fameux accords Yalta, rien n'était écrit. Tout ça, c'était je vous signale. Alors c'est un reproche, on peut s'adresser, il était naïf, il pensait, et moi je suis très fautif aussi par ça, parce que vous comprenez, vous savez Paul-Marie, il y a une chose.
moi, j'ai présenté, quand je connaissais tout, vous savez, j'étais lié avec beaucoup de gens. Vraiment, c'était une grande amitié, la confiance totale. J'ai représenté tous ces gens-là. Vous avez un choix. Les grands écrivains, Chirac, Mitterrand, tout le monde, j'ai présenté. Et ces gens-là, le gratin du monde à faire. Et c'était, vous savez, c'était l'élan de sympathie vers la Russie. Vous dites russophilie, russofolie. Enfin, j'ai failli gorbifole, vous savez, gorbimania. Il y a une gorbimania, oui. Évidemment. Il y a deux pays. C'est très étrange d'ailleurs. Ah non, ça c'est. Il y a la France et l'Italie. Je me fais reprocher énormément pour ça. Pourquoi? Parce qu'après, et les Américains après m'ont raconté ça. Comme dans le cas de tout le monde, finalement, ils analysent très bien tout ça. Ils ont analysé les faiblesses de Poutine, les faiblesses de Gorbatchev, les faiblesses, vous savez, de Zelensky. Tout ça, les Américains savent le faire. Et ils ont bien analysé ce qui se passait. Et Gorbatchev, ça arrive ici aussi souvent, vous savez, il était quand même très narcissique. Et il y avait l'influence de Raïssa. Je vais vous dire la réalité, il se prenait pour une sorte de Jésus-Christ qui va changer le monde. Oui, Raïssa, il me lui montait le bobichon un peu. Et ça, c'est absolument. Et ça, c'est les choses qui sont. Et les Américains, ils ont tout compris, ils ont joué ça avec finesse. Et je dois vous dire que ça, sur ce plan-là, était naïf, mais moi, j'étais à ma façon. Pour vous dire la vérité, j'ai aussi surestimé les États-unis. Et Shevardnadze aussi. Shevardnadze qui était ministre des Affaires étrangères. Évidemment, Shevardnadze plus que moi. Oui. Moi, ça faisait deux grands naïfs. Ça fait, évidemment. Mais Yakovlev, c'est un grand chrétien. Il pensait aussi, ça, vous savez, il voulait changer à partir des valeurs judéo-chrétiennes la face du monde. Et finalement, quand ils ont... Mais aussi, la lutte était féroce parce que le régime était très dur. Et ils ont pensé que l'Occident sera allié dans cette lutte. Oui, alors, tandis que l'Occident voulait profiter de Vladimir, il faut qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est un point énorme. Et tous les malheurs que subit l'Europe aujourd'hui. Évidemment. Les malentendus, les ressentiments, les crises. Je ne suis pas d'accord avec vous, je n'ai jamais cru qu'on pouvait aller jusqu'à une guerre nucléaire. Plusieurs fois, vous avez dit le craindre. Ça va mieux maintenant, je pense qu'on ne serait jamais jusque-là, parce que des puissances nucléaires ne s'agressent pas. Mais que de malheur pour l'Europe, que de division. Division entretenue par les États-Unis, parce que, disons les choses une fois pour toutes, plus l'Europe est divisée, mieux ils s'entendent. Je vais vous dire, ça c'est le concept des néoconservateurs américains qui a régné pendant 30 ans. Vous avez absolument raison. Un peu plus, oui. 30 ans à partir de ça. On divise pour régner, et pour ça, il faut que la Russie je fais tellement de reproches à moi-même, parce que moi, c'est mon destin. Et tout s'est joué à ce moment-là, 90, 91. Il y avait une chance historique. Et vous savez, les gens différents. Le communisme était mort. Pourquoi on n'ouvre pas à grands bras la Russie, la Sibérie? La Sibérie. C'était une chance historique. Mais les gens, le dirigeant qui a inventé l'endiguement, le plus grand diplomate américain que j'ai connu, il a vécu très longtemps, jusqu'à 100 ans, George Kennan. George Kennan, inventeur de l'endiguement. C'est extraordinaire personnage. Il disait c'est une chance historique. Jean-Paul II le disait. Mais il était là pour ça. Et la Providence l'avait envoyé pour ça. Évidemment. Il disait ça. Il était allié avec nous. Moi, j'étais en contact avec eux à l'époque. Et je tiens à vous dire, c'était une chance historique, mais ils ont choisi quelque chose de primitif. Ils ont dit les Russes sont faibles. Il faut taper sur les Russes. Donc on va les piller. Et on va les piller. Et on va les réduire à niet, si c'est possible, après la dislocation de la Russie, Et je tiens à vous citer un des plus grands dissidents, philosophes, pas les philosophes vous savez, des plateaux, mais un grand philosophe, il s'appelait Zinoviev. Il était dissident, Alexandre Zinoviev. L'auteur béante. Vous connaissez. Il m'a dit une chose qui m'a marqué à l'époque. Il a dit, Vladimir, vous savez, vous pensez que l'Occident tire sur le communisme. C'est une erreur. Il tire sur la Russie. Il tire sur la Russie. Ben oui. Il vise le communisme, il tire sur la Russie. Et le communisme disparaît, mais on tire encore sur la Russie. On tire sur la Russie. Vous savez, c'est ça qui... Oui, mais alors la France
peut-être l'Allemagne, pas la Grande-Bretagne qui joue le jeu américain, affreusement. Là, à l'époque, et aussi des justes stupides de la politique intérieure américaine avec l'amateurisme total dans la diplomatie. Ils sont bizarres. Ils ne voient pas à long terme, non, jamais, jamais, ce que font les grands peuples, notamment les Russes. À long terme, parce qu'ils ont un grand espace et donc on a le temps pour tout. Et c'est à ce moment-là aussi que se noue le drame ukrainien, parce que les États-Unis imposent la recréation d'un État qui avait été éphémère sous Lénine. N'entrons pas dans l'histoire de l'Ukraine, parce que l'Ukraine n'existait pas à partir du XVe siècle. Bien sûr, mais tout ça, c'est... La plupart de l'Ukraine était russe, et c'est Catherine qui achève. Il y a quelque chose d'important quand même, c'est Catherine qui achève la reconquête de l'Ukraine, non pas d'ailleurs contre les Suédois ni contre les Austro-Hongrois, mais contre les Turcs, bien sûr. Au sud de l'Ukraine, et fait construire Odessa. Bon. Et d'ailleurs, on peut dire, c'est très étonnant, parce que j'ai bouché quelqu'un l'autre jour qui me disait, mais c'est l'impérialisme russe qui est à l'œuvre en Ukraine. Je lui dis, mais oui, mais alors à ce moment-là, c'est l'impérialisme français qui est à l'œuvre en Lorraine, parce que l'Ukraine était russe avant que la Lorraine ne soit française. Alors, il faudrait tout remettre en cause, tout, sans parler de Nice et de la Savoie, qui sont arrivés au XIXe siècle, qui n'est pas le fruit de l'impérialisme français. Tout ça est affreux. Et c'est affreux parce que tout de suite, notamment avec la résurgence de cette Ukraine créée par Lénine dès quand il a transmis le Donbass, bien sûr. Quand il a transmis parce qu'il voulait renforcer la classe ouvrière de l'Ukraine en transmettant le Donbass. C'est des folies. Et puis il avait toutes sortes d'autres... mais aussi, il y a l'erreur de Staline aussi. Il y avait l'Allemagne. Non mais attendez, il y avait aussi... Lénine devait beaucoup de choses à l'Allemagne qui avait concouru à la révolution d'octobre. Et l'Allemagne voulait... L'Allemagne, le monde germanique, voulait retrouver un pied dans le monde slave, russe, qui a été l'Ukraine en 1917-1918. Lénine n'avait rien à refuser à l'Allemagne. Mais bon. Deuxième erreur qui était cette fois-ci de Staline. Parce que Staline, il pensait qu'il va vraiment stabiliser le système de Yalta à jamais. Et il a insisté que l'Ukraine occidentale, qui n'a jamais été russe, qui appartenait à l'Empire austro-hongrois, qui était anti-russe, entre dans l'Ukraine. Et vous savez que les événements ukrainiens, il faut le comprendre, que c'est à travers l'Ukraine occidentale. L'Ukraine est un pays qui n'existe pas. C'est des bouts. Pardon. Les choses, je dois vous dire que là, c'est vrai que la crise remonte à cette période. En 90 ou 91, mais ça remonte quand même à la fin du communisme. Vous savez, je tiens à vous dire... Il faut aussi mentionner quelque chose, parce que le jeu de l'Allemagne est important. Vous avez l'air de minimiser la période de partenariat entre Lénine et l'Allemagne. L'Allemagne aidant beaucoup Lénine à prendre le pouvoir en 17. Vous êtes comme ma femme, parce que ma femme, elle a dit, attendez, ils sont maintenant réarmés, l'Allemagne, ils sont complètement dingues. Le traité de Rapallo. C'était quand même un traité en 21 ou 22 l'armement de l'Allemagne et puis la coopération. Vous avez, la Russie, c'est-à-dire factoralement, même dans les périodes actuelles, le facteur allemand. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'aujourd'hui, c'est une grande importance, sans parler d'un épisode sur lequel on passera pudiquement, qui est l'épisode de Bandera, des nazis ukrainiens, et d'Hitler qui commence par recréer l'Ukraine de 1921, je crois qu'elle a été supprimée en 1922. Évidemment, Bandera existe, mais vous savez, avoir un pied contre Moscou. Les grands combattants contre les nazis aussi étaient des grands Ukrainiens, comme mon père, vous comprenez. Il faut les choses comme ça. Mais vous avez parlé de... Et donc on arrive à 91. De cette occasion ratée de 91. Mais je tiens à vous dire qu'il faut remonter. Moi, après, je quitte la carrière diplomatique et j'étais cofondateur d'un premier parti démocratique en Russie qui s'appelait Mouvement de réforme démocratique et porte-parole de ce parti. Pendant l'affaire de putsch de Moscou, j'étais carrément avec Helsinki. Août 91. Août 91, j'étais avec Helsinki, porte-parole. Nos téléspectateurs ne vont pas tout comprendre. 91, il y a un putsch de généraux. Le KGB. Du KGB, oui. Un peu perdu, qui essaie de revenir à l'étape antérieure, c'est-à-dire la domination du Parti communiste, dont on voyait bien qu'il perdait pied et qu'il aboutissait à l'effondrement de l'Empire soviétique. Bien.
C'était mal ficelé. C'était mal ficelé. Et vous, cependant, et moi, à ce moment-là, j'étais en opposition avec le chef de l'opposition que je connais par cœur, Yeltsin, je connaissais par cœur, parce que j'étais en opposition avec lui, j'ai créé j'ai contribué à la création de ce parti. Alors, mouvement pour les réformes démocratiques. Pour moi, pour les réformes démocratiques, c'est-à-dire, en gros, on était en opposition par rapport même à Gorbatchev. On voulait aller plus loin. Ni Gorbatchev, ni Yeltsin. Non, pour moi, ni Gorbatchev, ni Yeltsin, mais en réalité, j'étais avec Yeltsin, il faut le dire les choses comme ça. Contre Gorbatchev. Contre Gorbatchev. Et d'ailleurs, Lavrov, justement, me reprochait ça. Parce que Gorbatchev n'allait pas assez loin. Assez loin. Et je dois vous dire que ça, il faut comprendre. Yeltsin, en gros, c'était pas une phare d'intelligence, mais il appartenait à quelque chose que vous connaissez très bien ici en France. Vous savez, il était bon quand il faisait la campagne. Pour lui, il était mieux. Que ça. Ils ne savent pas gouverner, mais ils savent gagner des élections. Quand il était aux affaires. Vous savez ce que disait Maurras, les élections, c'est la seule chose que les républiques savent gagner. Voilà. Alors il y a des gens qui ne savent gagner qu'une chose, c'est les élections. Après, j'étais avec lui, c'est un événement, la fin du communisme, c'est août 91. J'étais avec lui, j'ai vu ça, je raconte ça notamment dans ce livre, Dialogue entre, ça c'est les pages cachées de l'histoire dans les réalités. Je me souviens, on a bu à 6 heures du matin avec Yeltsin, on a commencé, et jusqu'à midi, on a bu 2 bouteilles de vodka, chacun, mon cher. Et on n'était pas givrés, parce qu'on était excités. Et quand il a monté, vous savez, tout le monde a vu son image quand il a monté sur le char, il était un petit peu avancé. Avancé. Mais quand ça. Alors il faut dire, il est monté sur un char. Je ne sais pas si tout le monde s'en souvient parce que c'était quand même. Oui, c'était un grand épisode. Il est monté sur un char et il a participé en tant qu'il était maire de Moscou, je crois. Il était chef d'opposition. Chef d'opposition. Il a participé à la, comment peut-on dire, à la résistance, à l'échec du putsch. Et la fin du communisme, c'est ce symbole-là, c'est le char. C'est le char sur lequel était monté. J'étais complètement. Et quand c'est terminé, c'était un moment magique d'ailleurs. Chirac est venu à l'époque nous soutenir, etc. On est allé sur le tombeau de Pasternak avec un verre de Avec Chirac. Chirac, et il a récité les vers. Il adorait la Russie. Il adorait la Russie et il faut que je vous donne d'ailleurs. Il parlait un peu russe. Ce jour-là, il y a une photographie que je vais vous donner. Peut-être on va voir. Et les choses. Et à ce moment-là, je demande à Yeltsin, président, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez gagné, etc. Et il a dit, Vladimir, je vais les nommer milliardaires. Après l'échec de ce qui s'est passé, ils ont commencé à voler la Russie comme jamais dans l'histoire, sous l'instigation justement des conservateurs américains. Qui méprisaient. C'est-à-dire, non mais attendez, vous avez très bien dit tout à l'heure que les Américains savaient repérer ceux qui pouvaient manipuler. Évidemment. Et là, pour le coup, Yeltsin il était grand buveur, un peu à la fois idéaliste et non, il n'était maladroit. pas. Vous savez, je les ai observés beaucoup. Oui. Vous sous-estimez. On savait qu'on pouvait manipuler. Paul-Marie, vous estimez le rôle de la bêtise et de la folie dans la politique. Et dans l'histoire. Et dans l'histoire. Parce que Yeltsin, il n'était pas seulement givré. C'est en France aujourd'hui. Il n'était pas seulement givré, c'était un dingo. Je vous assure, je les ai bien connus. Yeltsin. Bien sûr. Je vous assure. Et donc les États-Unis jouent. Ils jouent d'une manière extraordinaire. Vous savez, si je vous cite les vrais chiffres, jusqu'à 120 milliards de dollars. Milliards de dollars, on parle des milliards de dollars pour le cas, 120 milliards de dollars par an sortaient sous l'Yeltsin de la Russie dans les banques occidentales. Mais j'ai vu ça, moi j'ai vu derrière les diplomates américains, il y a toujours des hommes d'affaires américains qui achetaient des centaines d'hectares, par exemple, de forêts en Sibérie. Non, mais ça, c'est les forêts de Sibérie, mais c'est surtout les gaz, le pétrole, l'uranium, les métals non ferreux. Il faut dire qu'il y avait aussi des ministres par exemple, le ministre des Transports, j'ai oublié son nom, qui vendait les chemins de fer. Évidemment, mais attendez, vous savez, il y avait quelqu'un qui a dirigé le ministère, je me souviens, et le ministère, il était Premier ministre après, il s'occupait du gaz. Il a transformé le gaz du pays en société privée, il est devenu l'homme le plus riche de la Terre. Vladimir, nous en sommes en 90, 91, 92. Il se passe énormément de choses. Le point central, vous venez de le dire, au lieu d'intégrer la Russie, l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis,
et l'Europe n'y voit que du feu, Mitterrand en tête. Enfin, peut-être qu'en 93, il va se rebeller in extremis, la conférence de Prague, on va y revenir. Décide de manipuler un être manipulable, on vient de le dire, Elstine, pour, derrière lui, peupler les cabinets et les ministères de la Russie d'hommes à eux, bien sûr, piller la Russie, comme jamais dans l'histoire mondiale. Comme jamais un pays n'a été pillé au point que le peuple devient. Vous savez, je vais vous citer deux chiffres. 92, l'inflation, 2500%. C'est ça. Le pays, 50% frôle le seuil de pauvreté de la population. Et 3%... L'espérance de vie diminue. Le truc que je raconte d'ailleurs dans le truc de Trump, Poutine et Ivan le Terrible, je donne tous les éléments vraiment très pointus sur ça. Et je vous dis, il y a une chose, que 3% de la population prennent 50% des richesses du pays. C'est ça. Pour rien. Je vais les nommer milliardaires. C'est les oligarques. C'est les oligarques. Et on pensait que la Russie est terminée. On pensait que la Russie est terminée. Parce que vous savez, je vais rajouter, puisqu'on est dans les révélations, cette affaire de la fin du communisme, c'est l'affaire presque divine. La fin du communisme, c'était un pays où il y avait 700 millions de KGB. Le putsch, moi, quand j'étais avec antiputschiste, au début, nous étions 700 000 au KGB. 700 millions au KGB et nous étions 1000 personnes à la Maison-Blanche. On aurait pu nous écraser en 5 minutes. Mais Dieu était avec nous. Pour être franc, encore une Égérie a joué un rôle. Je vais presque terminer avec ça parce que l'épisode ne connaît. Vous imaginez, il y a une femme, ça s'est passé le 19 août, quand Chirac me téléphone. Je vous donne 91. La photo que vous allez voir, c'est la photo de cette époque. Et elle est allongée, elle allume la télévision. Elle voit les chars entrer à Moscou. Elle a une jambe cassée, elle prend le téléphone de couleur ivoire avec le sigle, c'est le téléphone secret du Kremlin. Ça s'appelle Vertushka. Elle téléphone à son chauffeur. Et le Gilles, la voiture blindée, une sorte de Lincoln des années 50, vient dans l'hôpital de Kremlin, elle va dans la voiture. Elle prend la voiture avec une béquille. Béquille, c'est une béquille de Dieu. Et elle entre dans le bureau de son mari. Elle était l'épouse du ministre de la Défense, un pilier des putschistes. Elle entre dans le bureau, je faisais l'enquête que je raconte dans ce livre. L'un des 4 les putschistes, les putschistes, généraux. Et il prend la béquille, il monte la béquille vers le ciel, et je menais l'enquête. C'est les paroles historiques, les paroles étoilées de la grande histoire. Vieux connard, si tu tires sur la foule, c'est terminé entre nous. C'est une enquête, une révélation. Et c'était un couple fusionnel, comme Gorbatchev, il était choisi d'ailleurs pour ça. Poète à 16 heures, il s'appelait Maréchal Yazov, combattant de la guerre. Il a dit, ma petite Tatiana, ne t'inquiète, les chars sont dans la rue, mais ils sont sans munitions. Et ça, c'est une phrase. Et elle le fait savoir. Elle le fait savoir. Il faut dire que nous avons appris ça quelques heures plus tard, parce que tout le monde est écouté réciproquement. Pour vous dire, on a compris que ce n'est pas un vrai push. Et c'est avec vous avez fait plusieurs livres sur les égéries. Les égéries romantiques. Évidemment. C'est un beau livre, les égéries romantiques. Bien sûr, les égéries russes. L'histoire des égéries russes. Bien sûr, moi j'aime beaucoup parce que vous savez, j'ai eu la chance de connaître toutes ces femmes extraordinaires. Gala Dali, Olga Picasso. J'ai connu très bien, il y a une inspiratrice de Matisse extraordinaire. C'est la vraie inspiratrice de Matisse. Lydia, tous ces gens-là, vous savez, l'Elsa Triolet, finalement, tous ces gens-là, ça m'a beaucoup. Les égéries. Mais alors donc, finissons là-dessus, mais peut-être en élargissant. Laissez-moi vous proposer une hypothèse, Vladimir. Oui. Cette femme a été la déesse de la Providence, la porte-parole de la Providence. Le putsch rate. Elstine, qui est juché sur son char, incarne
la post-perestroïka. 80% de popularité. Énorme popularité. Et il a terminé avec le 2% complètement délabré, 10 ans plus tard. méprisé. Elstine est une honte pour la Russie. C'est une honte, évidemment, évidemment. Et j'éprouve un sentiment, je vais vous dire, j'étais avec lui. La marionnette. En marionnette. Et il cherchait l'échappatoire pas, pour revenir. La porte de sortie. Et il voulait le plus faible. Et je vais vous raconter, dans une future émission, Poutine, c'est un grand artiste. Il s'est déguisé en plus faible. Poutine. Il pensait qu'il choisit la marionnette. Il a fait l'idiot. Il a fait idiot. Et le prince Nouchkine. Le prince Nouchkine. Et comme disait Solzhenitsyn, il est devenu marionnettiste. Mais ça, alors, je vais vous raconter ça la prochaine fois. Donnez-moi encore 3 minutes parce que je voudrais quand même soumettre cette hypothèse. La Providence est intervenue, malgré tout, vous le dites. Très vite, ça s'effondre. Et il le fallait. La Providence a laissé tomber ensuite ce qu'elle avait fait, parce que la paix était assurée si, au lieu de saisir cette occasion pour piller la Russie, les États-Unis et les Européens, s'ils avaient été indépendants de l'OTAN, et si De Gaulle avait été là, auraient tendu la main. Bien sûr, bien sûr. Vous parlez, mon cher ami, au seul député au Parlement européen qui a proposé en 2002, parce qu'on y viendra, parce que Poutine avait ouvert une porte, l'ouverture de négociations avec Moscou pour l'inclusion de la Russie dans l'Union européenne. C'était une blague. J'ai eu de Ce n'est pas une blague. Ma proposition n'a pas dépassé la commission des affaires étrangères dont j'étais membre. Je suis très fier que vous avez fait. De voix. C'est un Suédois communiste qui m'a rejoint. Non, attendez une chose. Vous savez, si on me permettait de vous dire, et Dieu sait que je ne suis pas un fan de cœur, vous étiez visionnaire. Et je vais vous dire visionnaire pourquoi. Parce que nous sommes devant l'alternative très grave. Bien sûr. Soit on va vers la guerre mondiale, mais c'est la fin du monde, soit on trouve modus vivendi. On va le trouver. Et si on trouve modus vivendi, la base de ça, c'est le message... Si la France jouait son rôle, on l'aurait trouvé depuis longtemps. Évidemment, c'est l'affinité entre les cultures et les peuples. Parce que, comment on peut trouver la Russie, est-ce que Tolstoï, Dostoïevski, Tchaïkovski, tous ces gens-là, vous savez, on a essayé d'interdire de Dostoïevski en Italie. C'est une folie. Rebaptiser le collège de Villiers raconte vous savez, en Vendée, quelqu'un a voulu rebaptiser le collège Solzhenitsyn. Ah oui, il y a un collège Solzhenitsyn en Vendée. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Même Solzhenitsyn, pourtant. Même Solzhenitsyn. Alors, soit on revient à ça, oui, et c'est-à-dire on va y revenir. On va revenir, et c'est pour ça, vous savez, moi je peux vivre tranquillement, ne pas aller, même, je vous aime, je viens par amitié, mais vous savez, ça me fait de la peine de venir dans la télévision, parce que je dois parfois manœuvrer, expliquer tout ça, c'est les choses comme ça. Mais je poursuis, qu'à mon idée. Il y a eu aussi Jean-Paul II. À l'époque. Visionnaire. Il y avait une autre façon, mon cher Vladimir, de traiter cette question énorme qui était l'effondrement de l'Union soviétique, de l'Empire soviétique, qui était la fraternité, qui aurait pu être instruite par une vision commune de l'homme dans le monde, européenne, entièrement européenne. Je parle de la grande Europe, de l'Atlantique à l'Oural et même au-delà. Mais vous savez, l'Europe aujourd'hui, c'est le dindon de la farce. Et c'était fondé, oui, mais pour l'Europe, c'était une manière de renaître. C'est d'où le danger pour les États-Unis, d'ailleurs. Les États-Unis ont toujours voulu casser l'Europe en deux. Évidemment. Le but de ce projet européen, c'est, vous savez, détrompez-vous, c'est de casser à jamais les rapports entre la Russie et l'Europe. Et surtout casser l'alliance économique. Parce que le problème, c'est les États-Unis. Je fais référence aussi à un texte de Tocqueville. Je voulais chercher hier pour vous le montrer. La prochaine fois, je vous le montre. Où Tocqueville, en 1835, annonce que les États-Unis, les jeunes États-Unis qu'il connaissait, il avait fait un long voyage en Amérique dont il a rapporté ce livre énorme, La démocratie en Amérique,
savaient qu'un jour ou l'autre, et continuellement, les deux puissances, russes et états-uniennes, américaines, se feraient la guerre perpétuellement. C'est les États-Unis qu'il faudrait arriver à écarter pour qu'entre Européens, et je dirais entre chrétiens, en faisant référence. Bien sûr. C'est pour ça que je disais que Gorbatchev aussi a été très populaire en Italie. Parce qu'il y a un rôle, on y viendra, à jouer au monde latin. Le monde latin peut jouer un rôle en partenariat. C'est ce que voulait Jean-Paul II. Latin et catholique en partenariat avec vous savez, le monde le Vatican, il était aussi divisé que l'Occident. Parce qu'il y avait en Vatican aussi des tendances pour casser la Russie, la tendance pour utiliser l'Ukraine comme fer de lance anti-russe, tout ça, c'est une évidence. C'est difficile, mais le seul salut, je suis complètement d'accord avec vous. Mais ça, c'était la providence, ça c'est le ciel qui nous a laissé tomber. Évidemment, évidemment. Mais peut-être la providence sera avec nous. Parce que le ciel nous a laissé tomber. Imaginons, rêvons un peu en nous quittant, Vladimir, à regret. Notre consolation, c'est que nous pouvons faire un rêve commun. Absolument. L'occasion a été manquée en 90, 91, 92, dans les années 90. Ensuite, il s'est passé ce dont nous parlerons dans la prochaine conversation, dont un acteur principal est Poutine, que vous connaissez mieux que personne. Mais peut-être que le rêve serait que l'occasion manquée en 90 soit un jour reprise et que nous créions l'organisation de la Grande Europe. C'est une expression qu'avait eue Philippe Séguin en 93, je m'en souviens, avec un Conseil de sécurité européen, uniquement européen, dont seraient membres la France, l'Allemagne, la Russie. On hésitait sur un quatrième pays qui aurait pu être l'Italie, puisque j'avais participé à l'élaboration du discours de Philippe Séguin, le 1er décembre 93. Et cette unité de la Grande Europe, fondée sur une unité spirituelle, c'est-à-dire une certaine conception de l'homme, comme aux orthodoxes et aux latins, c'est un monde entièrement différent que nous pourrions redessiner. Évidemment. C'est notre rêve. Évidemment. Mais nous affrontons maintenant les défis et si vous me permettez, si vous me prenez, je vais vous raconter après l'actualité, mais surtout l'invention de Poutine, les faces cachées de Poutine. Oui, mais Vladimir, ne perdez jamais de vue notre rêve. Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Bien sûr. Avec plaisir. C'est avec ce rêve et ces cauchemars qui nous ont tenu lieu de rêve depuis 30 ans que nous allons reparler dans notre prochaine conversation. Avec plaisir. Merci pour tout. Pour un grand plaisir pour moi. Tout, Vladimir. Fierté de retrouver l'ambiance de l'Europe éternelle à tour de cette table. Ne nous quittons plus. Merci encore.